AGP, Association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Le Festival de Cannes retient chaque année l'attention de millions de cinéphiles, de milliers de professionnels de l'industrie du cinéma et attire un public passionné. Cette 77e édition ne fait pas exception. Mais si la lumière des projecteurs met en évidence la qualité des œuvres projetées, l'énergie infatigable des producteurs pour y participer, la passion des comédiens et des équipes de films pour les montées des marches, elle révèle également les ombres qui planent sur cette scène prestigieuse. Les efforts titanesques pour briller à Cannes sont assombris par les violences sexuelles qui continuent de hanter l'industrie cinématographique. Pour la première fois, la présidence du festival s'est attachée les services d'une agence de crise pour réagir aux accusations qui pourraient surgir. Le festival a déclaré que si des dénonciations d'agressions sexuelles intervenaient, elles seraient traitées au cas par cas, tout en tenant compte de l'œuvre des artistes concernés. Je cite, « On évoquerait aussi l'œuvre afin de voir ce qui est le mieux pour elle, c'est elle la vraie star ». Alors cette approche pragmatique que l'on comprend compte tenu des enjeux économiques soulève néanmoins des questions cruciales. Est-elle véritablement à la hauteur des attentes des victimes? Permet-elle de concilier justice et reconnaissance artistique? Le Festival de Cannes, premier événement cinématographique mondial, ainsi que les institutions qui accompagnent le milieu du cinéma, par le pouvoir et l'influence qu'elles exercent, doivent être un modèle de respect, de sécurité, de rigueur et d'éthique. Pourtant, le président du Centre national du cinéma, mis en examen pour agression sexuelle, est toujours à la tête de cet établissement public administratif. Une situation qui, selon le journal Libération, embarrasse le cinéma français. Quant à la liste de noms de réalisateurs et de comédiens qui circulent sur les réseaux sociaux, elle perturbe par son procédé dénonciateur, sans fait révéler et associer à ces noms la lutte contre les violences sexuelles. Cette semaine, dans le journal Le Monde, plus de 100 personnalités, hommes et femmes, engagés dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, soulignent que les mouvements MeToo en France sont bien vivants, qu'ils sont pluriels, qui concernent toutes les strates de la société. Cette exceptionnelle mobilisation démontre la diversité et la pluralité des voix qui s'élèvent contre ce fléau qui touche chaque année plus de 217 000 victimes. Elles et ils réclament une grande loi intégrale contre les violences sexuelles pour lutter, entre autres, contre les 94% de classements sans suite des plaintes pour viol et contre les seuls 1% de condamnation de ces violences. Et puis, l'autre bonne nouvelle de cette semaine vient de l'enquête du journal Elle qui souligne de réelles avancées sociétales. 69% des Français pensent que les élites devraient démissionner dès leur mise en cause dans des affaires de violences sexuelles. 79% déclarent éprouver une forte empathie pour les victimes d'hommes de pouvoir et 88% pensent que les comportements de ces hommes sont inacceptables. Seuls 5% pensent que le talent excuse les comportements et 82% considèrent que les conséquences des violences sexuelles ne sont pas assez reconnues et les actes insuffisamment condamnés. Autant de réflexions pour le Festival de Cannes, pour Dominique Boutonnat, toujours président du CNC, et pour notre ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Cher Dominique, alors on va revenir à cette 77e édition du Festival de Cannes qui s'est ouvert, qui attire les regards du monde entier, qui est l'objet de toutes les attentions. Sa présidente, Iris Knobloch, a déclaré qu'on évoquerait aussi l'œuvre afin de voir ce qui est le mieux pour elle, parce que c'est elle la vraie star. Vous pensez quoi de cette déclaration ? Je la comprends pas bien. Ouais. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut dissocier l'œuvre de l'artiste? Bon, ça, c'est un débat qui est vieux comme le monde. Et je suis pas sûre, moi, d'y répondre. Mais si c'est de dire, on va regarder quelle suite on donne, parce que l'important, c'est que ça n'entache pas trop le film qui, lui, est la vraie star, là, je le comprends pas. Je crois que quand un comportement délictuel, pire, criminel, peut être détecté, il faut le dénoncer, il faut tout de suite arrêter la personne. Et puis, tant pis pour son œuvre si jamais ça doit l'entacher. Peut-être que pour autant, si le film est très bon, il réussira quand même et qu'on saura dissocier l'œuvre de l'artiste. Mais ça ne doit pas vouloir dire qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire, parce que ce qu'on doit faire avant tout, c'est protéger les victimes et ne pas dénoncer ce que quelqu'un a fait sur l'une, c'est lui permettre de continuer à le faire sur d'autres.
Alors, on va parler un peu du Centre national du cinéma, qui est un organisme public sous tutelle du ministère de la Culture. Je le précise parce que c'est peut-être pas évident pour nos auditeurs. Il est chargé de réguler et de gérer le soutien financier aux industries de l'image animée et au cinéma. Son président, Dominique Boutonnat, est accusé d'agression sexuelle par son filleul Mallory. Il a été maintenu à son poste malgré sa mise en examen en février 2021. Il est renvoyé devant le tribunal correctionnel et la date du jugement est fixée au 14 juin, soit un mois, jour pour jour, après le début du Festival de Cannes. Alors, de très nombreuses personnalités s'étonnent du secteur, s'étonnent, et ce terme est faible, de son maintien à la présidence du CNC. Vous avez, avec Laurent Lafont, président de la commission culture au Sénat, demandé sa démission à la ministre de la Culture, Rachida Dati. Pourquoi aujourd'hui, alors que cette affaire est sur le devant de la scène depuis 2021, et est-ce que vous pensez être enfin entendu ? Alors, pourquoi aujourd'hui? Personnellement, moi, je n'étais pas à la commission de la culture en 2022, donc c'est pas quelque chose qui m'était apparu. Mais une fois que Judith Godrèche nous le signale, je me sens forcément responsable. En fait, tant qu'on ne sait pas, on ne sait pas, mais une fois qu'on sait, on ne doit plus se taire. Et Laurent Lafont, à ce moment-là, m'a appelé quand il a vu que je réagissais par rapport à ce que Judith Godrèche avait pu nous dire. Et il m'a appris qu'il avait, lui, réagi en 2022 au moment de la reconduction de Dominique Boutonnat, la trouvant choquante. Mais à ce moment-là, il n'avait pas du tout été entendu par la ministre de la Culture. Nous avions changé de ministre de la Culture. Laurent m'a proposé que nous fassions un courrier commun. Je m'y suis donc associée. Nous pensions lui poser également, poser à Rachida Dati une question d'actualité au gouvernement. Malheureusement, le mercredi qui suivait notre courrier, elle n'était pas disponible et elle nous a demandé de bien vouloir attendre et qu'elle nous ferait une vraie réponse. D'accord. Moyennant quoi, elle est venue la semaine d'après à la commission culture. Et là, de vraies réponses, en fait, elle n'a fait que ressortir le verbatim qui était déjà utilisé par sa prédécesseur, à savoir présomption d'innocence, en ne répondant pas aux vraies questions qui étaient la nôtre, parce que nous, on ne met pas en cause la présomption d'innocence, on met en cause le concept du rôle modèle qui est censé jouer quelqu'un qui dirige un tel organisme et qui est surtout censé organiser la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Et c'est pas comme s'il ne s'était rien passé. On pourrait dire, bon, il a été accusé, mais on n'a aucune preuve, on ne sait pas. Là, globalement, la question, c'est pas de savoir s'il s'est passé quelque chose ou pas, c'est est-ce que c'était totalement consenti, pas totalement consenti, mais il y a bien quelque chose de relativement flou. Il est vraiment mis en examen, il va vraiment avoir un procès. Donc je crois que là, le rôle modèle est complètement écorné et il aurait dû. La ministre aurait dû comprendre en 2022 que c'était probablement pas quelque chose qui lui était favorable. Je pense que c'était pas un service à lui rendre que de le reconduire. La preuve, c'est qu'aujourd'hui... oui, aujourd'hui, il aurait pu au moins se démettre de ses fonctions. Voilà, et donc... c'était pas du tout un service à lui rendre que de le reconduire. C'était ne pas comprendre ce que la société attendait aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, on tente notre chance avec Rachida Dati, qui, en règle générale, n'a pas sa langue dans sa poche et puis a tendance à ne pas hésiter quand il y a une vraie décision à prendre. Là, étonnamment, elle a dû être rattrapée, alors que je crois que c'est probablement un peu ce qu'elle voulait faire au départ, quand elle nous a demandé de ne pas poser la QAG, justement, un jour où elle n'était pas là. Je ne crois pas que c'était pour nous rouler dans la farine, mais je crois qu'en une semaine, elle a effectivement été un peu rattrapée par la patrouille. Alors, cette présomption d'innocence qu'on revendique toujours dans les affaires de viol et d'agression, elle est extrêmement gênante parce qu'elle perturbe la parole des victimes et elle fait peser une forme de culpabilité sur les victimes qui s'expriment. Comment est-ce qu'on peut vraiment mettre en place une protection des victimes quand la justice est si longue qu'elle s'installe, que le doute s'installe et que ce doute fait fi de la parole des femmes et des hommes qui dénoncent ces actes? Alors, la présomption d'innocence, je pense qu'on serait tous très heureux de pouvoir en bénéficier si un jour on est accusé, parce qu'on peut toujours être accusé à tort par quelqu'un qui vous en veut pour des X ou Y raisons, et que ce soit accusé de violence sexuelle ou d'autres choses. Et donc, il est normal, tant qu'on n'a pas prouvé qu'on était coupable, qu'on ne le soit pas vraiment. Par contre, que faire pour améliorer les choses ? Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est surtout savoir détecter les coupables.
C'est ce qu'on ne sait pas bien faire aujourd'hui. Alors peut-être parce qu'on met trop les lunettes présomption d'innocence et pas assez les lunettes je crois la victime et je vais donc chercher à prouver ce que la victime me dit. Et ça, c'est à mon avis par la formation que les choses peuvent passer. Et sincèrement, les choses avancent. Probablement pas assez vite, mais les choses avancent. Quant au délai de la justice, les choses aussi avancent. Les choses avancent parce qu'avec la création des cours criminelles, qui ont permis de ne plus... Parce qu'en fait, quand il y avait un viol, pour que ça puisse aller plus vite, les magistrats proposaient de correctionnaliser le viol et donc ce n'était plus un crime, mais ça permettait d'être jugé plus rapidement. Et donc, en fait, la correctionnalisation, ça veut dire moins de 8 ans de prison, alors que la cour criminelle, c'est au-dessus de 10. Aujourd'hui, les délais... Enfin, c'est toujours 40 fois plus long que pour les autres actes. Alors, non, ça dépend quoi. Mais aujourd'hui, les délais pour aller en cour criminelle par rapport à ce qui était avant les assises c'était 18 mois. Aujourd'hui, c'est 6 à 7 mois pour passer en cour criminelle. Donc, ça a quand même très largement, ça a été divisé par 3. Donc, la création de ces cours criminelles a permis de faire et qui traite quasiment que du viol, que le viol reste un crime, qu'on ne soit pas obligé de le correctionnaliser pour aller plus vite. Et que, du coup, les hommes qui passent en cour criminelle, là, les violeurs, c'est très majoritairement des hommes, aient une vraie peine. Et la peine moyenne, c'est 11 ans. Donc, les hommes qui passent en cour criminelle sont punis. Et on a, je continue, 30% de plus de pénalisation, de criminalisation. C'est-à-dire qu'il y a 30% d'hommes de plus qui sont condamnés. Donc, il y a une augmentation du nombre de condamnations. Sur 1% global des affaires portées devant... Alors, voilà, c'est quand même regarder ce que c'est que le 1%. Le 1%, c'est pas le 1% qui est poursuivi, c'est le 1% qui arrive par rapport à toutes celles qui ne vont pas aller porter plainte. Ensuite, il y a celles qui ne vont pas aller porter plainte. Il y a celles qui vont aller porter plainte, mais sur lequel, et là on y reviendra, il y a une déclaration sans suite. Et il y a ceux qui seront poursuivis. Et ceux qui sont poursuivis, pour le coup, là, vont vraiment être poursuivis et vont vraiment être condamnés et vont être plus condamnés. Alors, on a fait plus de progrès sur les viols incestueux, puisque là, je crois qu'on est à 129% de plus de condamnations sur les viols incestueux. 30% de plus sur les viols et 129% de plus sur les viols incestueux. Donc ça progresse, ça ne progresse pas assez vite. Comment on fait pour éviter les classements sans suite ? Parce que 96%, ce sont les chiffres que l'on a. Alors, on peut débattre des chiffres beaucoup, mais en fait, apparemment, on n'a pas les mêmes. Ceux-là, on les... imaginons que ce soit le cas. Je pense que c'est un peu moins en réalité, mais imaginons que ce soit le cas. De toute façon, c'est effectivement là qu'il faut travailler. Et sur quoi on peut travailler ? C'est là, sur le travail, très clairement, police... gendarmerie, donc force de sécurité intérieure, parce que c'est eux qui montent tout le dossier qui va permettre de poursuivre. Donc pour le coup, c'est pas tant la justice qu'en amont, comment on fait l'enquête, comment on trouve les preuves. Et là encore, c'est vraiment un problème de formation. Moi, je peux le voir là, dans Lyon, avec mes gendarmes, puisque nous, on est à 98% en zone gendarmerie. Nous avons un colonel de gendarmerie qui a décidé qu'il allait former tous ses gendarmes pour pouvoir mieux entendre. Et mieux entendre, ça veut aussi dire changer un petit peu justement de regard et faire un pas de côté et entendre, y compris dans ce que la victime ne croit pas dire mais qu'elle dit, sur le contrôle qu'elle subit, parce qu'en fait on se rend compte que beaucoup de viols, c'est aussi dans une emprise un contrôle coercitif, une emprise, et donc aujourd'hui, moi, mon colonel de gendarmerie est en train de former tous ces gendarmes à ce qu'est le contrôle coercitif, à aller regarder s'il n'y a pas un tracker dans les téléphones, à aller regarder plein de petits détails. On sait que la gendarmerie a fait beaucoup de progrès, mais ce qu'on voudrait, c'est que ça arrive au niveau national, pas simplement dans une région. Oui, mais ça arrive au niveau national. Là, moi, je vous parle de 2024. Les efforts ont commencé à être faits en 2018 dans mon département. On n'en est pas encore au bout. Mais le problème, c'est qu'il y a des milliers et des milliers de personnes à former et que ça se fait malheureusement pas d'un claquement de doigts. Ça se fait pas assez vite. Moi, je suis la première à dire que ça se fait pas assez vite. Mais on ne peut pas dire que ça ne se fait pas. Bon, alors on va considérer que vous trouvez qu'il y a des progrès. Je préfère le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et objectivement, il est plutôt en train de se remplir. Je voudrais vous parler de cette une que vous avez sûrement vue dans le journal Le Monde, qui a fait l'actualité et qui a réuni 100 personnalités, femmes et hommes issus de tous les secteurs. La force de cette mobilisation, dont j'ai la fierté de faire partie, c'est de démontrer que les MeToo français existent bel et bien.
On a demandé, à l'issue de cette photo, l'objectif c'était de montrer que les MeToo étaient pluriels et qu'ils étaient de toutes les strates de la société, mais on a aussi demandé une loi intégrale sur les violences sexuelles. Est-ce que vous êtes favorable à une grande loi intégrale et ambitieuse, ou est-ce que vous êtes plutôt favorable à une multiplication de mesures comme celle que vous venez d'évoquer à l'instant? Alors, tout le monde rêve du grand soir et de la grande loi qui changera tout. Et on se rend compte qu'à chaque fois qu'on essaye, ça va jamais jusqu'au bout. Parce qu'en fait, pour que la loi progresse, pour qu'on aille un peu plus dans le sens, là en l'occurrence, parce qu'on voit bien un changement de société qui fait qu'on veut beaucoup plus prendre en charge et accompagner les victimes que ça n'était le cas auparavant. Auparavant, je vous rappelle que la justice, elle était là pour rendre justice au nom de la société. Et donc, le rapport n'était que entre la justice et l'auteur, la personne qu'on avait condamnée, et on jugeait est-ce qu'il va être encore dangereux ou est-ce qu'il sera plus dangereux. Et la victime, globalement, elle était complètement mise de côté et on s'en fichait. Aujourd'hui, on a vraiment, parce qu'il y a un mouvement de société dans ce sens, mouvement de société que j'accompagne et que je valide totalement, mais on est en train de dire, attention, en fait, la personne importante là, c'est la victime et à qui souhaite qu'on lui rende justice. Et c'est plus du tout la même chose, parce que là, on rend pas justice à la société, on rend justice à la victime. Et donc, ça change beaucoup de choses. C'est pour ça que les choses sont en train de bouger. Mais on n'est pas toujours prêt au bon moment. Par exemple, en 2018, quand Marlène Schiappa avait lancé sa grande loi contre les violences sexuelles et sexistes, à ce moment-là, avec Annick Billon, nous nous étions battus pour essayer d'obtenir que toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur, et à ce moment-là, on avait mis 13 ans la limite, soit un viol sans qu'il y ait à le démontrer. Parce que jusqu'à présent, enfin jusqu'en 2020 du coup, et donc encore en 2018, quand il y avait un viol sur un mineur, un enfant de 5 ans ou 6 ans, le magistrat s'interrogeait quand même de savoir si l'enfant était consentant. Comment Aujourd'hui, ça nous paraît totalement aberrant. Mais à ce moment-là, en 2018, on n'a pas obtenu gain de cause. C'est pas grave, on n'a pas lâché l'affaire. Et après la Familia Grande, quand on a senti que là c'était prêt et qu'il y avait une pression médiatique, donc une pression de la société qui était relayée, on a redéposé, enfin Annick Billon a déposé une proposition de loi qui reprenait cet élément. Et là, on a obtenu 15 ans. Alors qu'on n'avait pas obtenu le 13 ans en 2018, on obtient que toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans est un viol sans avoir besoin de le prouver. Et ça, c'est une avancée qu'on n'a pas pu avoir au moment de la grande loi. Et ben c'est pas grave. Dès que ça a été prêt, on l'a fait. Et en fait, je me rends compte que sur tous ces sujets, dès qu'on est prêt à faire passer une avancée, il faut y aller. Faut pas attendre le temps de faire la grande loi. Et parce que dans ces cas-là, on va attendre 2 ans pour la faire, la grande loi, alors que peut-être on peut faire passer des choses qui vont améliorer la vie de ces femmes. La parentalité, c'est passé cette année. Enfin, plein de choses sont passées et c'est à chaque fois par des petites propositions de loi, mais à chaque fois, ça fait avancer la cause. Alors, on arrive au bout de cette conversation. Je vous remercie beaucoup, Dominique Vérien. Alors, nous, on y croit un peu à cette grande loi. Il y a déjà 20 000 signatures sur la pétition qui est portée par la Fondation des femmes. Donc, si vous voulez signer cette pétition, il faut le faire sur le site fondationdesfemmes.org et peut-être rejoindre les 20 000 personnes qui ont déjà signé. Merci beaucoup. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGEPI, association d'assurés engagés et responsables.